On pense que les victoires, lors de guerres intertribales, la tribu s'opposait à tout ce qui lui était étranger, ont pu donner des princes, chefs autoproclamés pour la vie. Ainsi, le pouvoir est devenu peu à peu héréditaire, et les légendes protohistoriques indiqueraient le XIe siècle venu Jésus-Christ comme point de départ d'une aventure qui sera de moins en moins républicaine. Les nations ou populi ou encore gentes, comme les nommaient les latins, se sont dotés de super-chefs, reguli pour titlive, reg, rex ou regulu autrement, car de moins en moins transitoires, de plus en plus monarques absolus. Tout un système a changé. Du conseil démocratique, on est passé au monde des puissants agélides. Pour nous, il s'agirait de princes ou de rois, plus péjorativement de roitelets, et nous venons d'évoquer le cas du latin, en grec, cela donnait basileuse ou dynaste. Le punique disait melek ou mamlekais, quant aux arabes, ils emploieraient le mot sultan, in khaldoun. Si les tribus pouvaient se faire la guerre entre elles, elles pouvaient aussi s'unir, soit temporellement, soit définitivement. C'est ainsi qu'ont pu se constituer les grands royaumes numides indépendants connus de l'histoire, celui de Syphax puis celui de Massinissa. Mais ceux de la primo-antiquité nous échappent, même si Polybe nous parle de l'Ergète, de Maxéens et de Maurusiens, en plus des Numides Masaécil et Massile. Pour bien m'accoler à la pensée de Mahfoud Kadash, je dirais que la royauté des temps protohistoriques n'était que temporaire, et l'agélide élu par les citoyens n'était qu'un homme parmi les hommes, quand même il était pour tous le meilleur. En tout cas, la guerre, qu'il avait fait capitaine terminé, l'agélide s'effaçait, laissant la place aux fabricants de légendes. Peu à peu, la place de l'agélide s'est faite plus importante et au gré des accroissements territoriaux des tribus faisant alliance sur des durées plus ou moins longues. La souveraineté est devenue héréditaire, le pouvoir accaparé par une famille en général, qui se le transmettait de génération en génération, de père en fils aîné, était de règle. Cette autorité, très souvent contestée par un frère ou un cousin, passait de personne en personne, toujours au sein de la famille quand elle pouvait se maintenir en place. Il en va ainsi de l'histoire de Massinissa comme celle de Jugurtha. Le sceptre et le diadème étaient donc continuellement convoités et l'agélide n'avait vraiment la main que sur les villes avoisinant sa capitale. Les alliances n'étaient jamais sûres, les territoires jamais définitivement acquis. La tête ceinte d'une couronne de laurier lors des cérémonies, l'agélide portait des vêtements de pourpre, à l'instar des grands généraux romains, vainqueurs des barbares. L'histoire n'en fait jamais un despote, tout juste un roi que l'on peut comparer à Louis XIV, monarque absolu avec de nombreuses concubines, ce qui n'arrangeait sans doute pas la transmission du pouvoir dynastique. Nous avons vu plus haut que le pouvoir de décision politique locale, c'est-à-dire au sein des communautés villageoises éloignées du centre politique, suivait, selon Kadash, le mode de la représentation démocratique. Il n'y avait pas de chef de village mais une sorte de maire. Quand ces villages avaient fait allégeance à un agélide, tous devaient reconnaître sa souveraineté. Cependant, il n'en était pas pour autant ses vassaux et étaient suffisamment libres pour créer des envies au sein des cités les plus rapprochées de la capitale, donc souvent administrées par le roi. Doit-on trouver ici, comme Mahfoud Kadash le suggère, le goût prononcé des Algériens modernes pour la démocratie? Cela reste discutable. L'agélide devait trouver des sources de financement pour pourvoir à son administration et plus son territoire s'étendait, plus les besoins grandissaient. Des agriculteurs, il devait tirer un tribut en nature, blé, orge, et cela devait permettre de nourrir une puissante armée. Les citadins étaient sans doute ses meilleurs contributeurs car ils devaient payer avec de l'argent sonnant et trébuchant. Ouvrons une parenthèse pour rappeler que, si Syphax et Massinissa faisaient battre monnaie dans leurs capitales respectives, Siga et Cirta, le troc était certainement la règle la plus commune en milieu rural et plus à l'intérieur des terres. Mais il y avait également des droits de douane liés à l'import-export, avec la Bétique ou l'Italie, de possibles péages aux infrastructures routières, diverses taxes. Et les fruits des domaines, propriété royale, dans le cas de Massinissa et de ses successeurs. Jugurtha, comme nous le verrons dans un prochain article, disposait d'un immense trésor, insuffisant malgré ce pouvoir qu'il avait d'acheter les consciences, butin qui aurait pu lui faire gagner sa guerre contre Rome par ailleurs. Pour en revenir au premier royaume berbère, c'est-à-dire au temps où le nomadisme est encore très fortement pratiqué, c'est l'agrégation politique de familles, de clans et de tribus, due aux guerres et basée sur le modèle villageois d'abord, des villes ensuite, qui a conduit à leur formation. Les légendes portant presque toujours un fond de vérité, on peut croire que le premier royaume numide supposé être serait celui d'un certain Yarba et remonterait au XIe siècle avenue Jésus-Christ. Du XIe siècle, on évoque celui d'Elima, roi des Libyens.
Puis, de la même époque proviennent les royaumes massiles, d'un siècle plus ancien que les masaéciles. تنميرث تمقراث أيثما أيسما إشاويين إمازيغن أنصوفي السون.